Avant de commencer ce module, je tiens à saisir cette occasion pour remercier celles et ceux qui m'ont témoigné leur soutien, qui sont d'ailleurs très nombreux. Et faute de pouvoir leur répondre individuellement, je leur dis ici, que leurs encouragements me vont droit au cœur. Et merci encore. Nous avons vu dans le précédent module, la méthode de conception des tables pour la création de notre application de gestion des commandes. En effet, nous avons arrêté le nombre de tables à créer. Nous avons choisi les différents champs de chaque table. Et nous avons identifié les relations à établir entre ces tables. Dans le présent module, nous allons interpréter cette conception, en pratique, sur la plateforme Access. Pour cela nous ouvrons le logiciel Access. Nous cliquons sur Base de données de bureau vide. Et nous accédons à cet encadré, qui nous invite à saisir le nom que nous voulons donner à notre fichier. Pour notre cas, je le nomme Gest commande pour récapituler l'appellation gestion des commandes clients. Et je clique sur cette icône créée. L'espace de travail s'affiche. Nous n'allons pas revenir sur la présentation de cet espace, que nous avons déjà développé dans le module numéro 5, intitulé Interface Access 2016. Donc nous passons directement à la création de notre première table. Remarquez que dans cet espace de travail, nous avons déjà par défaut la fenêtre de création d'une table, nommée par le système Table 1, comme vous voyez ici à gauche sur le volet de navigation. Cette fenêtre n'apparaît que la première fois quand on crée une nouvelle base de données. En fermant cette fenêtre, cette table disparaît définitivement. Donc nous allons la fermer, pour suivre les étapes normales de la création. Pour cela, nous cliquons sur l'onglet Créer. Sur le ruban de cet onglet, qui est composé de groupes d'icônes comme nous l'avons expliqué précédemment, nous allons travailler sur le groupe Table, puisque nous allons justement créer une table. Dans les icônes de ce groupe, il existe 3 icônes que vous voyez ici. C'est-à-dire, qu'il y a 3 manières de créer une table. La première icône nommée table, c'est la manière rapide qui ne nous intéresse pas pour le moment. La troisième icône nommée liste SharePoint, c'est pour créer des tables destinées à une application web, qui n'est pas notre sujet. Donc c'est la deuxième icône, nommée création de table qui nous intéresse. En cliquant sur cette icône, nous accédons à ce tableau de création de table. Il est composé de 2 parties. Dans cette partie du haut, nous allons créer les champs en donnant à chaque champ un nom et un type. Dans cette partie en bas, nous définirons les propriétés de chaque champ. Rappelez-vous les termes nom, type et propriété des champs, nous les avons déjà traités dans le module 3 intitulé Vocabulaire d'Access. Remarquez ici sur la barre des onglets, qu'un nouvel onglet est apparu sous le nom Création. Cet onglet dispose lui aussi de ses propres groupes, composés d'icônes qui peuvent servir dans cet espace de création des tables. La première table à créer, c'est la table client. Cette table comprend 5 champs. Le premier champ est la référence du client. Nous allons le nommer ID client, qui veut dire identifiant du client. Il faut noter qu'on peut choisir le nom qu'on souhaite pour nommer un champ, mais pour des raisons de discipline informatique, il faut observer certaines règles. Je peux déjà vous citer quelques-unes, les autres je les évoquerai au fur et à mesure. Ces règles sont: ne pas mettre des caractères spéciaux, ils peuvent perturber le fonctionnement du système qui parfois les interprète d'une façon particulière. Ne pas mettre d'espace dans les noms. Ne pas utiliser certains noms qui sont parfois considérés par le système comme des commandes, comme par exemple le nom date, le nom heure, le nom page, etc. Utilisez des noms courts ou des abréviations compréhensibles qui indiquent clairement l'objet du champ, puisque ces noms vous allez probablement les utiliser dans des formules. Par exemple pour le champ montant hors taxe, vous pouvez le nommer par l'abréviation MTHT.
Pour ce champ nommé ID client, nous devons choisir son type. Dans la liste déroulante accessible à partir de cette colonne type de données, le logiciel nous propose 12 types, que j'expliquerai aussi au fur et à mesure pour ne pas se disperser. Ce premier champ, comme nous l'avons vu dans le précédent module, est la clé d'accès à la table client. Donc nous allons choisir comme type numéro auto, c'est-à-dire que le système va attribuer un numéro automatique à ce champ pour chaque nouvel enregistrement. Ces numéros seront incrémentés 1, 2, 3, 4, etc. Ensuite, il faut déclarer au système qu'il s'agit bien d'un champ de clé d'accès. Pour cette déclaration, nous devons utiliser l'icône du ruban Création, groupe outils, schématisé par une clé, que vous voyez ici. Pour le faire, placez le curseur sur le nom et cliquez sur cette icône, appelée clé primaire. Vous remarquez que le nom ID client a été marqué par la petite clé ici à gauche. Un deuxième clic sur cette icône permet de faire disparaître la marque, c'est-à-dire d'enlever le caractère de clé d'accès à ce champ. Après, nous passons à la création du deuxième champ, que nous nommons nom CLI, pour signifier nom du client. Nous aurions pu le nommer simplement nom, mais j'ai exprès ajouté CLI, pour le distinguer du champ d'une éventuelle autre table, qui comporterait aussi l'appellation nom, comme par exemple une table des fournisseurs. Pour ce champ, nous choisissons texte court comme type, puisqu'il va contenir des caractères et peut-être des chiffres. Ensuite, nous créons le troisième champ, nous l'appelons ADR CLI, pour signifier adresse client. Nous choisissons aussi pour son type, texte court, pour les mêmes raisons que le précédent. Après, nous créons le champ code postal, que nous désignons par CP-CLI. Même si le code postal est composé généralement de chiffres, nous n'allons effectuer aucune opération arithmétique sur ce champ d'une part, et d'autre part, il se peut qu'on décide un jour ou l'autre d'introduire des lettres dans les codes postaux, donc on lui choisit comme type, texte court. Enfin, nous créons le dernier champ relatif à la ville, que nous nommons ville CLI. Et on choisit pour ce champ, le type texte court. Quant à cette dernière colonne que vous voyez ici, elle sert uniquement à décrire chaque champ, pour se rappeler de quoi il s'agit en cas de besoin. Une fois que nous avons créé les différents champs de la table client, et que nous avons donné un nom et attribué un type à chacun de ces champs, nous allons maintenant définir les propriétés de chacun. Ainsi, nous respecterons les enseignements du module numéro 3. C'est dans ce tableau en bas, que nous allons procéder à la définition des propriétés. Nous commençons par le premier champ. Dès que nous cliquons sur le champ concerné, le tableau en bas va agir uniquement sur les propriétés de ce champ. Les types des propriétés affichés sur la première colonne de ce tableau des propriétés varient suivant le type du champ, comme vous pouvez le constater quand je clique sur un autre champ. Donc, il n'y a pas lieu de se tromper dans la définition des propriétés. Alors, quelles propriétés pouvons-nous attribuer à ce premier champ? Il s'agit d'un champ de type numéro auto et joue le rôle de clé d'accès. Le système déjà lui définit par défaut les propriétés que doit avoir ce type de champ, mais qu'on peut bien sûr modifier. Nous avons ici dans la première ligne, la définition de la taille du champ qui peut prendre deux valeurs. La valeur entier long, et la valeur numéro de réplication. La deuxième valeur nécessite plus d'explications, que nous allons aborder au moment opportun. Pour le moment, nous retenons la première valeur qui nous convient, c'est-à-dire un nombre composé de chiffres. La deuxième propriété nous demande comment nous souhaitons obtenir la valeur du champ ID client de l'enregistrement suivant. Nous avons aussi deux possibilités, soit d'avoir un numéro incrémenté par rapport au précédent, c'est-à-dire le premier sera le numéro 1, le deuxième le numéro 2, le troisième numéro 3, et ainsi de suite. Soit d'avoir un numéro aléatoire, c'est-à-dire le premier sera un numéro quelconque au hasard,
le deuxième un autre numéro au hasard, etc. Évidemment, aucun numéro ne sera attribué en même temps à deux champs différents. Pour notre cas, nous désirons avoir un ordre logique dans notre table client, donc nous gardons la première propriété, incrément. La troisième propriété, c'est le format d'affichage qui donne des choix à l'aide de la liste accessible par l'ascenseur comme vous voyez ici, mais qui ne nous intéresse pas pour notre cas. La quatrième propriété, c'est la légende. Dans cette propriété, sans changer le nom du champ, nous pouvons le nommer différemment. Ce nom de la légende, c'est le nom qui va être affiché dans nos formulaires et nos états. Si nous le laissons vide, les formulaires et les états affichent le nom du champ. Dans notre cas, ils afficheront ID client. Si on met un autre nom pour la légende, c'est ce nom qui va s'afficher à la place du nom du champ. Par exemple, on lui donne un nom de légende plus explicite, code client, c'est code client qui va apparaître sur les formulaires et les états. La cinquième propriété, c'est la propriété de l'index, c'est-à-dire, nous pouvons demander au système d'utiliser ce champ pour référencer nos enregistrements, ou non. Ensuite pour ces deux valeurs, nous pouvons lui demander qu'il accepte les valeurs en double, ou non. Cependant le système ne peut pas accepter qu'un champ clé d'accès soit avec doublon. En effet, quand nous essayons de lui ordonner de le mettre avec doublon, ce message nous demande de supprimer la clé d'accès si on souhaite le mettre avec doublon. Nous n'avons pas l'intention de supprimer la clé d'accès, donc nous laissons la propriété sans doublon. Enfin, la dernière propriété, c'est la propriété alignement du texte. Comme pour le cas des autres logiciels, Word ou Excel, nous pourrons justifier la valeur du champ, à droite, à gauche ou centré. Ensuite, nous passons au deuxième champ non-cli qui est de type texte court. Nous remarquons que la propriété taille du champ a changé de valeur par rapport à ce qui a été affiché pour le premier champ de type numéro auto. Pour cette propriété, le système nous demande de préciser le nombre de caractères à réserver pour ce champ. Le maximum de caractères que nous pouvons réserver à ce type de champ est de 255, comme vous voyez ici, cette valeur est attribuée par défaut. Il est conseillé de donner, pour cette propriété, le nombre réel de caractères que doit contenir ce champ dans la mesure où un chiffre surdimensionné va nous consommer de l'espace disque et alourdir la taille de l'application. Par contre, un chiffre sous-estimé va nous empêcher de saisir toute l'information. Nous estimons donc que le nom ne peut pas dépasser 30 caractères, on le fixe donc à 30 ici. La deuxième propriété, c'est le format que nous voulons donner au texte qui sera saisi dans ce champ. Il existe beaucoup de formules pour différents formats que nous ne pouvons pas tous passer en revue dans ce module, nous allons voir quelques-uns, au fur et à mesure. Pour notre cas, nous voulons que le nom du client soit sous la forme, la première lettre en majuscule et le reste en minuscule. Pour cela, nous devons écrire la formule suivante devant la propriété format. Signe supérieur, la lettre L, et signe inférieur. La troisième propriété, masque de saisie, permet de mettre une sorte de gabarit dans lequel l'utilisateur saisira les données suivant la forme bien définie. Cette propriété est surtout utile pour saisir des données de forme standard, comme par exemple le numéro de téléphone, le numéro de la sécurité sociale, une date, etc. Le système nous propose un certain nombre de gabarits comme vous voyez ici si je clique sur les pointillés de cette case. Vous voyez ici les masques de saisie que nous pouvons choisir, comme nous pouvons créer le nôtre. La quatrième propriété, c'est la légende que nous avons vue pour le champ précédent. Nous voulons que les formulaires et les états nous affichent nom au lieu de non-cli, donc nous donnons le titre nom à cette légende. La cinquième propriété, c'est la propriété valeur par défaut, c'est-à-dire pour chaque nouvel enregistrement, le champ va contenir par défaut le texte que nous avons saisi devant cette propriété et que l'on peut garder ou modifier.
Pour notre champ, nous n'avons pas besoin d'une valeur par défaut puisqu'il s'agit d'un nom. À noter que cette propriété peut être utile dans un champ de type date. On peut par exemple demander au système de mettre la date du jour par défaut. La cinquième propriété, c'est la propriété valide si. Dans cette propriété, nous pouvons demander au système de fixer une ou plusieurs conditions au type d'information à saisir, comme par exemple dans notre cas de refuser tous les noms composés de moins de 3 caractères. Ainsi, si nous saisissons uniquement un ou deux caractères, le système émettra un message d'erreur et nous demandera de saisir au moins 3 caractères. Le type de message d'erreur peut être personnalisé dans cette sixième propriété. La septième propriété, c'est la propriété nul interdit, nous permet de demander au système d'interdire ou non de pouvoir laisser ce champ vide. Pour les autres champs, le champ addrCli, cpCli et vilCli, c'est des champs de même type que le champ nonCli, donc les propriétés sont les mêmes. Ainsi, notre première table, la table client, est créée. Les champs ont été nommés par des noms appropriés. Chaque champ a été configuré suivant le type des données qu'il va contenir. Et enfin, chaque champ a été paramétré par les propriétés adéquates. Pour sauvegarder cette création de la table, nous devons fermer la fenêtre. Le système nous demande si nous voulons enregistrer cette table. Évidemment, la réponse est « oui ». Nous cliquons alors sur « OK ». Le système nous propose « table 1 » comme nom. Nous préférons la nommer par son nom, donc nous allons l'appeler T-client. Mais vous êtes libre de choisir le nom que vous désirez. Pour éviter la redondance en répétant les mêmes manipulations que nous avons déjà effectuées pour la création de cette première table qui est la table client, pour la suite du thème, nous allons nous limiter uniquement aux explications détaillées concernant la création des champs qui présentent des différences par rapport à ceux que nous avons déjà créés. Donc j'ai déjà créé les autres tables en arrière-plan, et nous allons les passer en revue. C'est ce que nous allons découvrir dans le module suivant.